La leçon la plus compliquée, en tout cas, que j'ai retenue jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'émotionnel. C'est-à-dire, je trouve ce qui est vraiment très très dur dans la société, parce qu'on est passé du coup de 1 à 14 maintenant. Énorme. Je trouve que, en tout cas pour moi, ce qui est le plus dur, c'est que quand tout va bien, il faut pas être trop content, parce que tu sais que demain ça ira moins bien. Et quand tout va mal, tu dois pas être triste, sinon après tu dois pas te dire putain c'est la merde, sinon tu vas faire peur à tout le monde en fait. Donc ça veut dire que tu dois être neutre tout le temps, pas avoir d'émotion et être vraiment flat. Tu ressens un décalage, les gens ils ont vraiment envie de travailler avec toi plutôt qu'avec Inved? Ouais, bien sûr, on le ressent, ouais, ça c'est sûr. On le ressent, sauf que les gens arrivent à comprendre. C'est sûr qu'ils préfèrent travailler avec une personne qu'une société. Les gens, c'est de manière générale tout le temps. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Nike, Adidas, au final, ils ont toujours des athlètes qui représentent la marque, des égéries. Il faut une personne derrière. Mais c'est sûr que les gens connaissent plus Édouard Clerc que Inved, ça c'est sûr. Salut Édouard. Pardon. On y va? Pardon. T'es pas habitué d'être de l'autre côté d'être interviewé? Non, si, ça va. Salut Édouard, plaisir de t'avoir sur le podcast In Progress. Plaisir partagé. Édouard Clerc, je me permets de te présenter en quelques lignes. Alors, j'ai fait quelques lignes, tu me diras si j'oublie quelque chose ou non. Édouard Clerc, figure montante, plutôt maintenant bien établie, je dirais, de l'immobilier en Suisse romande. Partie du génie électrique avec l'idée d'importer des lampes design. Tu as fini par mettre en lumière tes invités dans ton podcast L'After avec Édouard. Tu reçois des acteurs de renom, pour en citer qu'un, Christian Constantin dernièrement. Actuellement, 2 brevets fédéraux en poche, un diplôme fédéral en cours. Et en à peine 2 ans, tu as bâti la plus grosse communauté immobilière de Suisse romande grâce à une formation digitale bien ficelée. Je peux moi-même en témoigner, on en discutera tout à l'heure. Avec ton équipe chez Inved, tu proposes un accompagnement stratégique pour aider tes clients à développer leur patrimoine ou à expertiser leurs biens immobiliers. Grâce à tes vidéos virales, stratégiques, publicitaires, mais surtout éducatives et pleines de valeur, tu as démocratisé l'investissement immobilier et tu l'as rendu accessible au plus grand nombre. Donc, merci pour ça. Bientôt 100 000 abonnés cumulés, si je ne me trompe pas. Plus de 600 personnes accompagnées à ce jour. Une envie intacte, aider un maximum de gens à reprendre le contrôle de leur avenir grâce à l'immobilier. Pour finir, je dirais que tu es plus qu'un passionné. Tu es au point de faire une patente au cas où tu devrais provisoirement ouvrir un bar et conclure un deal. Tu aimes prendre des risques. Clairement, optimiser, rechercher, analyser, conseiller et concrétiser tes projets. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est juste ça. Et comment tu sais que j'ai une patente? Je crois que si je ne me trompe pas, tu as fait une vidéo YouTube. C'est possible. Il y a environ 10 mois où potentiellement tu expliques ton parcours et potentiellement tu expliques que tu as fait une patente au cas où il y aurait un deal qui viendrait un jour. Ouais, je crois que tu expliques ça dans une vidéo, si je ne me trompe pas. Ah, c'est juste. Ouais, je me suis dit, parce qu'à Fribourg, il faut une patente aussi pour ouvrir un resto ou Bien pas? sûr. Okay. Parce que pas partout. Hein. Et en Valais, il faut. Et du coup, après Immobase en immobilier, je me suis dit, je fais une patente parce que sait-on jamais, un jour, si j'achète un local commercial, ça peut me servir. Mais ça pourrait me dépanner. Du coup, j'ai la patente, je peux ouvrir un bar. Mais voilà, pas encore. C'est pas au projet pour l'instant. J'ai pas du tout le temps d'ouvrir un bar. Non. Mais non, sinon c'est assez juste. T'es un peu un salaud de parler du diplôme fédéral parce que vu que c'est en cours, si je le rate, tout le monde saura que j'ai essayé. Mais sinon c'est correct. Ouais. Ok, trop bien. Peut-être pour commencer, j'aimerais un petit peu parler de ton parcours qui est quand même atypique en Suisse romande. La phrase pour moi déjà du génie électrique à la lampe design et atterrir dans l'immobilier, c'est quand même assez atypique. Il y a une question qui me vient tout de suite, c'est des fois quand j'écoutais tes vidéos, j'avais l'impression qu'il y avait un peu des portes qui s'étaient fermées sur certaines envies, des envies que tu avais. Est-ce que justement ça t'en a ouvert d'autres, dont l'immobilier qui est aujourd'hui une énorme passion pour toi? Alors, ouais. Pour les lampes, pour les lampes, c'est un délire plutôt ça. Hein. C'est parce que je me suis dit un jour, j'aimerais vraiment lancer une marque de lampes. Et je me dis une marque de lampes qui s'appelle Claire, tu vois, mon nom de famille. Ah ouais, ok. Mais pas du tout pour le jeu de mots, hein, mais parce que ça peut être super stylé. C'est un nom qui peut être stylé. C'est pas mal. Si, un truc un peu luxueux comme ça peut être vraiment. Mais bon, bref. tu feras le design, le font, tu vois, il faut bien réfléchir, je pense. Mais ça pourrait être vraiment bien. Et c'était plutôt. Quand j'étudiais le génie électrique à Yverdon, je me disais, j'avais comme idée, vu que c'était à temps partiel, je travaillais en même temps, je me disais, je trouverais vraiment bien
d'ouvrir un magasin de lampes parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Puis en fait, en électricité, si tu veux faire de l'installation, tu es obligé d'avoir une maîtrise fédérale, sinon tu peux pas. Ouais. Donc en fait, tu peux faire des trucs très limités, dont poser des lampes. Et je me suis dit, c'est fantastique. J'achète des lampes super stylées et je vais les poser. Mais j'ai jamais fait ça. Donc voilà, c'est resté un peu un rêve. C'est resté une idée complètement. Et après, l'immobilier, ça s'est fait complètement par hasard. Moi, c'est juste que l'ingénierie électrique pure, j'ai toujours aimé les maths, donc en fait j'aimais bien les cours, j'aimais beaucoup les cours même. Mais par contre, l'ingénierie électrique pure, j'étais pas fan, surtout la carrière après, c'est-à-dire pas les cours, mais ce qui t'attend après. Tu vas bosser pour Alpiq dans une usine, c'est pas ce que je voulais. Donc c'est pour ça que j'ai même que il faut pas rabaisser le métier à ça, mais il y a certainement d'autres voies, mais j'étais pas convaincu. Bref, donc du coup je me suis dit, il me faut un truc plus commercial, plus orienté vente et business un peu. Et après, je suis tombé sur l'immobilier par hasard. Et après, j'ai fait un stage un jour, après une semaine, après un mois, après 3 mois, et après, c'est parti en couille. Mais à t'entendre, c'est devenu une... je sais pas s'il existe un autre mot, mais c'est plus qu'une passion. Ouais, alors maintenant, je fais que ça. Maintenant, je fais que ça. C'est du coup, par rapport à... De manière générale, on reviendra sur ton parcours qui est justement, je trouve, atypique. Il y a plein de choses à dire sur les méthodes que tu as utilisées, l'équipe que tu as constituée, ce que tu fais concrètement, tout ça. Aujourd'hui, bon, évidemment, j'invite tout le monde à aller voir ta chaîne YouTube et voir tes réseaux sociaux parce qu'ils expliqueront tout ça bien mieux que moi. Aujourd'hui, si tu devais tirer 1 ou 2 leçons des 2 années qui viennent de se passer par rapport à ce que tu as mis en place, ce que ça a créé, des leçons un peu de vie, ce seraient lesquelles? Alors, en immobilier, je dirais une leçon en immobilier d'après les investissements qu'on a fait. Je dirais plus c'est volumineux et plus c'est facile. Donc ça veut dire que le plus gros deal que j'ai fait en 2024, c'était 33 appartements. Et puis en gros, c'est sur la vente des objets, c'était entre 14 et 15 millions de chiffre d'affaires de vente. Okay. Et je me suis dit, putain, j'aurais dû avoir 300 apparts. Ça aurait été beaucoup mieux. Ouais. Déjà, une fois que tu as trouvé le deal, ça t'occupe pendant longtemps, c'est beaucoup moins de contraintes. Enfin bref. Et du coup, plus c'est volumineux, plus c'est facile. Vraiment, parce que les marges sont plus flexibles. Et puis, je veux dire, si tu fais ta marge multipliée par plein d'objets, c'est beaucoup plus facile que sur un seul objet. Mais bon, bref, après, il faut commencer petit. Enfin, il faut commencer petit d'abord, puis ensuite grandir. Et d'un point de vue business, cette fois, mais complètement séparé de l'immobilier, c'est plus... la leçon la plus compliquée, en tout cas, que j'ai retenue jusqu'à maintenant, je dirais que c'est vraiment l'émotionnel. C'est-à-dire, je trouve ce qui est vraiment très, très dur dans la société, parce qu'on est passé du coup de 1 à 14 maintenant. Énorme. Et puis non, on aurait pu aller beaucoup plus vite, beaucoup plus grand, etc. Ouais, il y a des gens qui font beaucoup mieux que ça. Mais je trouve que, en tout cas pour moi, ce qui est le plus dur, c'est que quand tout va bien, il faut pas être trop content parce que tu sais que demain ça ira moins bien. Et quand tout va mal, tu dois pas être triste, sinon après, tu dois pas te dire putain c'est la merde, sinon tu vas tirer tout le monde, tu vas faire peur à tout le monde en fait. Donc ça veut dire que tu dois être neutre tout le temps, pas avoir d'émotion et être vraiment flat. Et ça, je trouve que c'est... Et pour prendre des décisions rationnelles aussi. Et ça, c'est chiant. T'arrives à détacher de ça, ou justement, sur le côté... parce que moi aussi, je trouve que c'est hyper dur de ne pas avoir de l'émotionnel. En fait, quand ça va bien, tu as envie de le fêter. Quand ça va mal, selon quoi tu as envie de remettre les choses en ordre. Mais je trouve que c'est hyper dur. Pourquoi je trouve que c'est quand même assez extraordinaire d'être passé de 2 à 14 en 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est quand même une évolution assez forte. Moi, il m'a fallu une dizaine d'années pour faire ça. Et du coup, tu as aussi tous les problèmes humains et tu as aussi tout ce qui se rajoute en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est pas non plus évident. Toi, ton cœur, c'est dans l'immobilier. Mais je pense que ça n'a pas été évident tous les jours à gérer aussi, manager cette équipe, embaucher. Enfin, tu as tous des problèmes de patrons qui te sont tombés dessus aussi du jour au lendemain. Ouais, alors les responsabilités changent, ouais, effectivement. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on était... Bon, quand j'étais tout seul, déjà, je m'en foutais. Je fais ce que je veux. Après, on était 2, après 3, puis après, on a pris un bureau. Puis après, c'est là que tu commences à avoir des charges, puis c'est là que tu commences à avoir des problèmes, en fait. Quand tu commences à avoir des personnes, et plus tu es nombreux, et plus tu as de problèmes, pas plus c'est facile, je trouve. Donc ouais,
je dirais, la responsabilité globale que j'ai, elle est modifiée avec le temps. Ouais. C'est ça que je trouve fabuleux avec l'immobilier d'ailleurs. Et je l'ai fait dans ce sens à cause de ça. C'est parce que je me suis dit, toute l'énergie que je fournis maintenant dans la société, je le fais maintenant parce que je veux pas le faire à ce rythme-là ou de cette manière-là quand j'ai des enfants. Ouais. Je préfère le faire maintenant et puis l'immobilier pur, si demain je devais tout arrêter et puis faire que l'immobilier, je pourrais, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 20 ans, je veux dire, ça restera, ça continuera l'immobilier. Alors que le momentum que j'avais maintenant pour développer la société puis apprendre, parce que j'apprends vraiment beaucoup, c'était maintenant quoi. Ouais. C'est tout. Ok, très clair. Du coup, pour développer la société, je vais passer sur l'axe réseaux sociaux et visibilité. Bon, alors, je prends une de tes phrases, hein, c'est tu t'es engagé à faire 3 vidéos par jour durant 10 ans. J'ai 2 questions. C'est comment tu en arrives à ce constat-là de te dire, allez, pour que ça marche, pour faire 3 vidéos par jour pendant 10 ans, comment tu t'organises aujourd'hui? Parce que j'imagine que tu n'as plus le même emploi du temps qu'à l'époque où tu étais dans ta chambre. Et puis aussi, quel a été aussi un peu pourquoi ce choix au final, te dire, ok, je vais me mettre à fond sur les réseaux et puis je vais noyer l'immobilier en Suisse romande de contenu? Bon, moi, c'est uniquement parce que je savais pas comment faire autrement pour avoir des clients. Hein, vraiment, de base. De base, j'en avais aucune idée parce que je sais que sur YouTube, où je suivais des YouTubeurs, j'ai grandi avec YouTube, donc je savais que ça se faisait comme ça, mais vraiment, j'avais aucune idée. Moi, je savais pas que ça existait, le BNI, le club service, les clubs services, ces trucs comme ça, les annonces dans le journal, jamais compris, des panneaux dans la rue, je comprends pas non plus l'intérêt. Enfin, c'est que des trucs que tu peux pas traquer, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si les gens voient, s'ils en ont quelque chose à foutre ou pas. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment nul. C'est médiocre. Donc, et puis voilà, puis après, tu as 23 ans et tu es dans l'immobilier, dans un domaine un peu assez l'idée par l'ancienne génération quand même. Hein. Et donc, tu n'as pas tellement de contacts, je veux dire, pour faire des expertises immobilières. Voilà. Donc, pas tellement de légitimité, un peu de crédibilité parce que j'ai fait le brevet. Hein. D'ailleurs, j'ai attendu d'avoir fait le brevet avant de commencer à faire des vidéos. Mais vraiment, je ne savais pas comment faire autrement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, mais si tu décides de faire ça, tu le fais à fond, sinon ça sert à rien parce que d'une fois que tu es visible en plus sur internet, t'es visible à vie. Moi maintenant je suis pas effaçable. D'internet c'est impossible. Je pourrais supprimer mes comptes. Alors bon, les gens oublient vite. Hein. Donc, je pense que si j'arrête de publier, je supprime mes comptes en 2 ans, plus personne ne se rappelle de moi. Peut-être même 1 an. Mais je serai jamais complètement effaçable, je pense, d'internet. Et le contenu reste quoi. Donc, donc je me suis dit si je le fais c'est pour de vrai quoi, sinon aucun intérêt. Et typiquement, c'est pour ça que je me suis dit si je le fais c'est pour de vrai et puis je le fais pendant longtemps parce que ça sert à rien de faire 3 vidéos pendant une semaine puis essayer de voilà. Moi le tout premier feedback que j'ai eu ou le tout premier mandat si on veut bien que j'ai eu c'était après 6 mois de vidéos. Okay. Ça fait 6 mois fois 3 vidéos fois 30 jours, en temps c'est juste gigantesque. Hein. Puis c'était un mandat, je veux dire à 2 heures de route de chez moi pour 500 balles quoi. Donc vraiment littéralement aucun intérêt, même pas rentable le mandat lui-même, juste sans compter les vidéos que j'ai fait pour en arriver là. Et là tu parles des vidéos que les gens voyaient sur les réseaux. Moi qui étais dans ta formation derrière, il y avait encore, tu crées encore d'autres contenus. Alors bien sûr. Il y a tout un lot de contenu entre les vidéos courtes, les vidéos longues, le podcast, les vidéos face cam où tu expliques des concepts et encore toutes les vidéos de la formation qui sont, c'est gigantesque. En gros, tu t'es enfermé pendant 6 mois. Ouais. Alors effectivement, au début, c'était vraiment que le format vertical. Je faisais pas YouTube au début, et je faisais pas le podcast. Donc c'était vraiment que le format vertical. Puis après, j'ai développé la suite. Mais par contre, sur par contre, oui, effectivement, j'ai tourné un peu n'importe quand. Mais d'ailleurs, je me suis jamais tellement pris la tête. Hein. Pour moi, le but c'était juste de publier. Donc je faisais avec ce que j'avais. En soi, au début d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir mes vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube Shorts et puis lister par date de publication. Et vraiment, c'est chaotique. Hein. C'est vraiment chaotique. Donc, je suis assis sur mon balcon avec mon téléphone, puis je me filme en selfie avec un écouteur. Donc, il n'y a pas besoin de... L'important, c'est de publier, c'est pas de savoir comment. Quoi. Et puis voilà. Donc, en soi... Au début, alors c'est un peu chiant parce que faut quand même et au début surtout quand t'es pas un peu fluide, tu dois trouver l'idée. Et tu faisais seul, je pense au début. Tout seul. C'est-à-dire pour tourner le truc, ça me prenait à peu près 4-5 minutes pour tourner la vidéo qui durait 40 secondes. Donc 4-5 minutes de tournage, puis après il fallait couper les blancs, puis après fallait faire un petit montage quand même, puis après publier. Et donc en gros,
ça prenait assez vite 1 heure, sachant que je sais pas monter. Donc en fait, vraiment tout, j'apprenais tout. Donc ça prend assez facilement 1 heure par vidéo. Et tu dis 3 vidéos par jour, c'est 3 heures par jour. Si tu as dû attendre 6 mois, il fallait encore être motivé pour attendre 6 mois pour avoir un premier deal, quoi. Ouais, ok, hyper intéressant. Je reviens quand même sur cette présence online parce que tu en parles comme étant quelque chose de logique, tu n'avais pas d'autres méthodes pour faire de l'acquisition client, etc. Mais à ma connaissance, tu étais quand même ou vraiment un des tout premiers en Suisse romande à faire ça. Encore aujourd'hui, quand j'entends tes interviews et tout ça, pour les gens de Suisse romande, pour certains, c'était encore un petit peu un ovni, alors que en France, aux États-Unis, c'est quand même des choses qui sont établies depuis pas mal d'années. J'imagine qu'aujourd'hui, tu as créé une notoriété quand même organique assez forte. Tu arrives toujours à gérer le côté justement... Alors, je sais que tu ne vas pas aimer le terme, mais le côté, du coup, influenceur de l'immobilier. Ça, c'est quelque chose que tu ressens ou qui est un peu péjoratif, négatif ou du coup hyper positif. Puis comment tu gères ton cœur, à savoir l'immobilier, avec cette image justement que tu as mis sur les réseaux? Je comprends. Bon, non, mais on peut, dans la tête de certaines personnes, effectivement, dans le domaine de l'immobilier, je vis des vidéos. Ça, c'est un truc qui est assez fabuleux pour moi parce que de base, je savais que ça marchait. Tu peux pas faire ça. Tu peux vivre des vidéos si tu es MrBeast. C'est-à-dire, si tu touches le monde entier, tu fais 100 millions de vues par vidéo. Et là, tu peux vraiment très bien vivre des vidéos. Mais à l'échelle de la Suisse romande, j'aurais jamais fait des vidéos dans le sujet de l'immobilier si mon but c'était d'être un influenceur, de vivre des vidéos. C'est pas possible, de l'immobilier en Suisse romande déjà. Le nombre de personnes qui peuvent regarder la vidéo, c'est tellement limité. Donc aujourd'hui, on gagne 120, 130 francs par mois avec les vidéos sur YouTube. Et puis ça coûte 15 000 francs à les créer, en gros. Donc le ratio, il est vraiment pas très rentable. Mais c'est tout ce qui est autour qui est rentable. Mais c'est pas. Et d'ailleurs, je me considère pas vraiment comme un influenceur parce que c'est pas tellement. Moi, j'ai jamais fait de placement de produit, typiquement. Mais du coup, l'entonnoir à client, ça crée quand même cette masse de visibilité, et puis après, ça t'amène des affaires, on va dire, détournées ou. Bien sûr. J'ai parlé de ça avec Christian Constantin, avec qui j'ai mangé la semaine passée, mardi passé. Et puis parce que il est venu sur l'épisode de podcast, et puis on s'est très très bien entendu, on a beaucoup discuté. Et puis du coup, j'ai mangé avec lui la semaine passée, puis on a parlé de ça, et je lui ai dit, écoute, moi, franchement, je pense que j'ai fait un peu ce que tu as fait avec le F-Session en soi, mais avec les moyens de l'époque, mais sauf que c'est avec Internet. C'est exactement le même principe. Le F-Session, pour lui, en tout cas de mon point de vue, de ce que je comprends, un club de foot, c'est pas du tout rentable aujourd'hui. En tout cas, pas. Après, je connais pas les chiffres, mais j'ai pas discuté qu'avec lui de ça. Mais un club de foot, c'est pas du tout rentable. Mais c'est vraiment c'est du pur marketing. Et ça te connecte avec des personnes ultra influents dans toute la sphère du business de Suisse romande. Et en plus, c'est très localisé, c'est très régional vu que c'est le club de foot. Et du coup, ça te crée forcément des opportunités de dingue. Et donc, pour moi, le F-Session de Christian Constantin, ça lui amène tout le business d'architecture, en tout cas énormément de business architectural et des promotions immobilières et des terrains et des projets. Et puis c'est comme ça que ça vit. C'est vrai, s'il arrêtait la promotion immobilière et l'architecture, il ne pourrait pas vivre du F-Session dans ce sens-là. Alors qu'il pourrait très bien faire dans l'autre sens maintenant aujourd'hui. Mais voilà. Et lui, il était dans le monde du sport, donc il était professionnel. À Neuchâtel, et donc après il est resté dans ce monde du sport, mais ça lui a servi vraiment de propulsion marketing pour le business, pour l'activité. Et moi j'ai utilisé ce que j'avais. Je suis pas un footballeur professionnel, donc d'ailleurs tous les footballeurs professionnels, il y en a beaucoup qui se retrouvent à faire du courtage immobilier, du courtage en financement, du courtage en assurance, parce qu'ils ont un réseau de fous grâce au foot, et ils utilisent ce réseau pour développer des affaires. On voit pas mal de sportifs effectivement partir soit dans la vente ou dans l'immobilier aussi. Ça c'est tout à fait. Je reviens sur l'image que tu projettes. Ce que je vois souvent, nous, chez nos clients ou chez des personnes justement qui veulent se mettre au personal brand, parce qu'effectivement, c'est du personal branding, tu représentes ta marque. Souvent, la plus grosse peur, c'est justement le regard des autres, comment on gère ça, comment oser se mettre sur les réseaux, comment le faire. Toi, j'ai l'impression qu'il y a eu aucun passage, que tu t'es dit ok, je me lance et puis on verra bien. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a quand même une transition, il y a quand même des hésitations ou un processus? Non, alors zéro, effectivement. Vraiment, je pense que j'ai une chance
Je pense que j'ai une immense chance dans ma vie, c'est que j'ai une éducation absolument picobello. Je pense d'ailleurs ma maman est enseignante, mais je pense que pour les enfants, mais je pense que j'ai une super éducation et surtout une vie extrêmement stable dans ma jeunesse. Donc c'est-à-dire vraiment la vie d'un Suisse basique, mais parfait, une petite maison individuelle dans un village, je joue au foot avec les voisins, enfin bref. Donc vraiment l'enfance parfaite, absolument fantastique quoi. Donc je me considère extrêmement chanceux pour ça et je pense que ça m'a aidé dans plein de sujets de la vie. Et pour la création de contenu, en tout cas quand j'ai commencé à la faire, à mon avis j'ai une chance vraiment dans ce domaine-là, c'est que j'en ai strictement rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Okay. Mais vraiment strictement rien à foutre. C'est une des clés quand même. Parce que dans le sens, il faut passer par là. Oui, mais c'est pour ça que du coup du jour au lendemain, d'ailleurs, allez sur YouTube et vous allez sur les shorts sur YouTube et vous triez par le plus vieux, vous allez voir, je suis en t-shirt rose sur mon balcon, vraiment, c'est vraiment très très moche. Laissé, c'est bien, ça montre le chemin. J'ai tout laissé. Mais du coup, c'est vraiment pathétique. Hein. Mais j'en ai vraiment rien à foutre. Et en plus, je parle d'immobilier, tu vois, dans un monde où tout le monde est en costard-cravate. Enfin, bref. Donc, voilà, pour moi, ça m'est bien égal. Je savais pourquoi je faisais ça. Et puis le but, c'est de continuer. Ça, par contre, c'est dur avec le contenu, c'est la consistance. C'est vrai qu'il ne faut jamais s'arrêter. C'est ce qui est dangereux. C'est vraiment... Parce que c'est un sprint, mec, tu fais en marathon. Il faut jamais s'arrêter. C'est pour ça que je reviens sur quand 3 contenus jour. Enfin, je reviens à la cadence que tu t'es mise, elle est costaude. Dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient hyper intéressés à savoir comment tu organises le fait de créer du coup 70 vidéos par mois environ, voire plus. Tu regroupes tout et puis tu te fais des journées de tournage et puis après tu déclines, ou comment tu t'organises pour entre guillemets, pour accompagner tes clients d'un côté, plus être autant présent sur les réseaux. Enfin, comment tout ça s'organise autour de toi? Aujourd'hui, c'est assez organisé. Ouais. Aujourd'hui, ça prend peut-être 3-4 jours par mois. Ok. Où je tourne beaucoup. Ouais. Et après, on monte, on publie. Là, j'ai l'équipe qui monte, qui publie après. Donc aujourd'hui, ça s'est organisé. Avant, c'est beaucoup moins organisé. Ouais. Et avant, pour le podcast, je me déplaçais partout en Suisse romande. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour des podcasts un peu spécifiques, je dois me déplacer, mais sinon, je ne me déplace pas. Mais tu te déplaçais. T'allais voir les invités. Je prenais les micros et les caméras. Et tu sais, comme c'est chiant. Ouais. Les micros et les caméras, c'est beaucoup de matériel, c'est vraiment de la merde. Ouais. Et je traversais la Suisse romande pour aller faire des épisodes et tout. Mais là, pour le coup, il est tout seul. Donc, ça veut dire que vraiment, tu portes plein de sacs. Enfin, vraiment, c'est casse-couille. Hein. Là, je me suis vraiment fait chier. En 2023-2024, c'était vraiment... c'est insupportable. Mais voilà, ça m'a permis de faire des épisodes qui sont de plus en plus intéressants. Et puis, mais le problème, c'est qu'en plus, tu n'as pas de qualité avec ça. Parce que tu ne peux pas faire de la qualité en déplaçant le matériel. Sinon, compliqué. Si tu as du vrai matériel, regarde jusqu'à ici autour de nous. Je veux dire, il y a des lights partout que personne ne voit. Et plus l'ordi, les câbles, enfin bref, c'est une horreur. Ouais. Donc c'était assez pénible ça. Ok. Ouais, du coup, j'aimerais bien aussi discuter. Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais je crois une vidéo qui m'avait fait extrêmement sourire. Tu as une notion au niveau de la prise de risque qui est assez, je trouve, intéressante. J'aimerais bien aborder ta première conférence, je crois. Une de tes premières conférences que tu avais fait à Lausanne. Si je ne me trompe pas, j'avais vu passer une vidéo où quelques jours avant, les billets d'entrée n'étaient toujours pas là. Tu as quand même fait des vidéos où tu sautais l'élastique pour faire la promotion de soirée. Quand je dis prise de risque, c'est pas forcément cette prise de risque-là, mais tu as quand même fait des trucs, je trouve, qui sont, on pourrait dire, osés, quoi. Tu remplis des salles, je sais plus combien il y avait de personnes à Lausanne, mais une des premières fois, mais c'était genre 600 ou 800 personnes, quelque chose comme ça. 630. Tu te dis, allez, remplissons une salle de 630 personnes comme ça, parce que ça me fait triper, quoi. Non, alors, effectivement, le but, c'était d'avoir des super images et tout. Mais la toute première conférence que j'avais faite, parce que la deuxième, c'était un peu mieux organisé, quand même. J'étais mieux préparé. Parce que la toute première, c'était en 2023. Par contre, vraiment, absolument pas rentable. Franchement, faites pas ça. J'ai perdu de l'argent sur les 2 conférences. Vraiment, ça sert à rien de faire ça. Enfin, ça sert à rien. Ça fait des belles images et tout, c'est des beaux moments, mais... À mon avis, en Suisse, c'est très compliqué. Okay. Peut-être qu'aux États-Unis, à la fin, tu arrives, tu fais un super speech de vente potentiellement à la fin. Ah ouais, et puis les gens ils disent putain, prends ma carte de crédit et tout, ils la jettent comme ça. Mais en Suisse, ça marche pas comme ça du tout. Enfin bref, du coup, pour moi, vraiment très belle expérience pour apprendre, mais économiquement, c'est une catastrophe parce qu'en plus, c'est 2-3 mois de préparation, donc c'est 2-3 mois où tu es défocus des autres trucs que tu dois faire. C'est une horreur. Mais bon, bref, du coup, j'en ai fait 2 en 2023. Et puis la première en avril et l'autre en novembre. Puis en avril,
il y avait 300 personnes Ok. au Swiss Tech Convention Center à Lausanne et à l'EPFL. Et là, je me rappelle vraiment quand on a lancé la com pour la conférence, je me suis dit, on avait peut-être 10 000 personnes dans la base de données à ce moment-là. Et je me suis dit, on a 10 000 personnes dans la base de données, on a, je sais pas, 30 000 abonnés ou 40 000 abonnés, je sais plus. Franchement, je fais une story sur Insta et je fais un mail et puis c'est poussé, quoi. Ouais. Et puis, et donc c'est la seule com qu'on avait prévue pour l'événement. Ok. Et donc je fais le mail et puis la story sur Insta et on a vendu 23 billets sur 300. Voilà. Et là, je me suis dit, ok, c'est même pas 10%, quoi. Ouais. Ça veut dire il y a 8% ou 7% de remplis. Et moi, c'est tout ce que j'avais prévu, en fait. Et du coup, je me suis dit, je fais quoi? C'est soit j'annule, je rembourse les billets maintenant, soit on coupe la salle en 2 ou en 3. T'avais quoi comme marge niveau temporalité? C'était peut-être 6 semaines ou 6 semaines avant, un truc comme ça. Non plus. Non, vraiment pas beaucoup de temps Ok. avant. Parce que ça sert à rien de communiquer 3 mois à l'avance pour ce genre de truc. Enfin, en tout cas, je pense pas, parce que pour 300 personnes, déjà, les gens, ils oublient, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, bah là, c'est vraiment la merde. Et donc, j'ai dû tourner des vidéos après, des pubs où je parlais de ça. D'ailleurs, il y a même une vidéo, et je pense qu'elle est encore sur YouTube, mais il y a une vidéo que j'ai tournée, il faisait nuit noire, parce que je venais de prendre des bureaux à Sion. Et du coup, dans l'urgence, j'ai dû absolument tourner une vidéo. Ouais. Et j'ai voulu la tourner, mais j'avais pas de lampe dans le bureau à Sion. Donc en fait, quand il faisait nuit dehors, il faisait nuit et j'avais tourné la vidéo à ce moment-là. Et je me rappelle quand on l'a montée, enfin le monteur il m'a dit, mais t'es con, quoi, il fait nuit. Enfin bref. Et du coup là, on a commencé à faire on a commencé à paniquer un peu. Puis là, après, on a fait des pubs et après, on a essayé d'accélérer comme on a pu, quoi. Mais là, pour le coup, on a vraiment fait des pubs et on a sauvé le truc, hein. C'était vraiment plein. Mais très très compliqué. Et les événements, ce qui est super compliqué, en tout cas aujourd'hui, je sais pas si avant c'était différent, mais c'est que les gens achètent vraiment au dernier moment. Ça veut dire que tu peux réserver une salle qui est 600, 800, 1000 personnes. Quand tu lances la com, il y a une partie des gens qui prennent. Nous, on a 23 billets vendus d'un coup. Et après, il se passe vraiment littéralement quasiment rien. Rien. Et Jusqu'à 3 jours avant, jusqu'à 2 semaines avant. Ouais. Et 2 semaines avant, tout d'un coup, les gens ils recommencent à prendre. Puis là, tu pousses vraiment la communication. J'avais cette discussion avec un de nos clients lié au Covid, en fait. Lié au fait que beaucoup de gens avaient des abonnements au théâtre ou comme ça sur du long terme. Et puis du coup, Covid, donc ils avaient payé 200 ou 300 francs au début de l'année. Et puis du coup, ils n'avaient plus accès à rien. Et du coup, ça avait changé l'habitude où les gens, maintenant, ils réfléchissent à la semaine. Ah, c'est possible. Et du coup, ils se disent, en gros, le lundi, est-ce que je suis dispo le vendredi ou le jeudi? Et du coup, effectivement, tu te retrouves avec des marges. T'as beau faire la com que tu veux, la prise de décision, elle est 72 heures avant, quoi. Donc, Mais quand tu organises un gros événement, c'est vraiment délicat, hein. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Le deuxième, c'était 630 personnes, enfin 600 personnes, et on a eu 630 billets vendus, donc c'était overbooked. Ouais. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent pas, donc tu vends plus de billets. Ouais. C'était vraiment à 100% plein. Et donc on a préparé beaucoup plus le lancement de la communication pour la deuxième conférence. Et là, j'étais allé sauter à l'élastique. Ouais. J'avais fait cette petite vidéo là, qui avait bien plu. Je faisais le parallèle entre l'investissement immobilier, si tu connais rien, ça tient qu'à un fil. Enfin, voilà, bref, c'est vraiment très très bateau, mais c'était juste pour la conférence, quoi, pour la remplir. Et ça, c'était pas mal. Donc cette communication là, elle avait assez bien fonctionné. Et puis après, dans l'enchaînement, on savait que là, il y avait un moment où il n'allait rien se passer. Mais même la deuxième, on a vraiment paniqué parce que peut-être à 10 jours, 2 semaines avant, on avait 300 places sur 600 qui étaient prises ou 200. Okay. Et c'est assez paniquant. Là, on a même fait des conférences pour... si tu payes à l'avance, du coup, je ne me rends pas compte, mais tu avais déjà engagé des frais à l'avance. Ah, oui, mais tu as une chier de frais pour ces événements. Tu as une chier de frais. Puis le problème, c'est que les 300 qui sont déjà là, tu peux pas leur dire de pas venir. Puis si tu as une salle fixe avec 600 places, puis tu as 300 personnes, elle est vide, tu passes pour un guignol. Ouais. Tu peux prendre aucune vidéo, c'est aucune photo, sinon c'est moche. Enfin bref, il faut que ce soit plein. Si tu fais un événement dans une salle, il faut qu'elle soit pleine. Sinon il est claqué ton événement. C'est vrai. Et donc là, on a propulsé après à la fin un peu le. Et au final, on s'est retrouvé avec des gens qui venaient sur place pour prendre des billets sans avoir pris de billets, quoi. Ils sont venus sur place sans billets, ils essayaient de gratter des billets. Ah, vraiment, c'était plein. Il y avait des gens debout et tout. Ouais. Ah, non, c'était vraiment stylé, ça. Mais tu referais pas forcément l'expérience. Moi, je pense, si j'en fais une, la prochaine, c'est 1000 personnes, mais c'est pour un lancement de quelque chose de vraiment bien. Ouais, parce que là tu le faisais pour le lancement de ta formation ou même pas? Non, là, je le faisais vraiment pour le délire. Enfin, vraiment pour tester, quoi. Donc, parce que moi, je suis assez convaincu du format immersion quand même. Alors, peut-être pas à coût de 600 personnes, mais du format où les entrepreneurs se réunissent, où se voient. Enfin, je trouve assez cool le côté digital, évidemment, mais le côté aussi de se voir de temps en temps. Ça, je sais pas si tu fais ça des fois avec les gens que tu accompagnes, ou le côté mélanger le digital et le physique.
Ouais, on fait effectivement une fois par mois un atelier où on présente des cas concrets qu'on a avec des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Et là, une fois par mois, on le fait. Ouais. Et pour le coup, ça, c'est vraiment intéressant. J'aimerais bien revenir sur quand même un gros morceau des Inveds. Et encore une fois, je crois que pour moi, je me souviens exactement quand tu avais sorti ta formation, donc parce que tu as une formation complète. Je ne saurais pas dire combien de vidéos il y a dedans, mais il y en a vraiment beaucoup. Que moi-même, du coup, j'ai suivi. Tu étais un des premiers en Suisse romande à lancer une formation, du coup, on va dire de l'infoprenariat vis-à-vis de... Donc, tu as lancé avec ça. Et puis là, il y a une communauté de combien de personnes aujourd'hui? C'est combien de personnes qui... 1600 à peu près. Ouais, ok. Et puis, moi, là, j'aimerais bien faire un parallèle aussi par rapport à ça. C'est comment t'en es arrivé déjà la première question, c'est comment t'en es arrivé au fait de dire, ok, je vais faire une énorme formation, je vais me filmer dans mon bunker. Je sais pas où t'étais, mais en tout cas, il y avait vraiment beaucoup de contenu. Et comment t'en es arrivé à dire, ok, je vais faire une formation digitale pour former les gens à l'immobilier? Pour l'histoire du bunker, c'est juste que, comme tu as dit avant, j'ai fait beaucoup de contenu. Là, c'était les 6 premiers mois. Mais même accessoirement, quand j'ai commencé à vendre des trucs, parce que moi, je voulais vendre de l'expertise immobilière pure, pas vraiment faire de formation. Moi, c'est juste qu'on me l'a demandé tellement de fois en commentaire et en message privé. Et je pense au moins 150 fois. Donc, j'ai dit, bon, ok, vas-y, je fais. C'est pour ça que j'ai fait. De base, je voulais pas vraiment faire ça. Par contre, effectivement, j'ai tourné dans un bunker, mais c'est parce que là, je devais absolument tourner et j'avais la protection civile. Pendant la protection bien civile, les plans murs gris. pendant la protection civile, du coup, je me cachais dans un si la protection civile, Valaisanne m'entend, je suis désolé, mais j'ai dû faire ça un peu. J'avais la caméra, je me cachais dans un abri PC en fait. Enfin bref, pour tourner les vidéos. Okay. Mais là, on a retourné la V2 complète qui est quand même drastiquement mieux. Et surtout, j'ai beaucoup appris en 2 ans. Donc voilà, la version aujourd'hui, elle est vachement mieux que ça. Et puis, la question, c'était quoi déjà? Pardon. À quel moment tu t'es dit que de faire une formation online, c'était la bonne solution pour éduquer les gens à l'immobilier? Et je sous-entends là derrière que moi, en tout cas, ça faisait des années que j'attendais un format un format dans ce sens-là. Parce que tout ce que j'apprenais sur l'immobilier, je devais un peu aller chercher un peu au bouche à oreille, un peu, etc. Et j'avais vraiment trouvé que le format de dire, OK, je vais piocher l'information que j'ai besoin et puis qu'est-ce qui va m'aider dans ma situation, c'était un des premiers à le faire. Et voilà, donc pourquoi une formation online? C'était un peu ça la question. Ouais. Moi, c'est parce qu'on m'a demandé 100 000 fois. Ouais. Vu qu'on m'a demandé tout le temps, j'ai fait. Puis après, alors ce qui est bien, c'est que les premières versions, parce qu'après, on a beaucoup modifié entre le programme de base et maintenant, qui est d'ailleurs plus quelque chose qu'on met beaucoup en avant maintenant aujourd'hui, le programme, mais voilà, parce qu'on a une super communauté aujourd'hui. Et puis par contre, on a toujours des gens qui nous rejoignent et qui sont intéressés. Enfin, disons, en fait, je prends tout ce que je vois moi dans le monde immobilier, entre les brevets fédéraux. D'ailleurs, tout ce que j'ai toujours dit dans toutes les vidéos, ça c'est égal, programme ou pas programme, mais c'est ce que j'ai vu au brevet ou ce que j'ai vu en vrai, ou les investissements que j'ai faits. Et puis après, je les ai retranscrits sur des vidéos, tout simplement. C'est vrai que parce que ça reste, c'est pas très très transparent comme monde, l'immobilier. Non, et puis en tout cas, moi, si je peux transmettre mon expérience personnelle, il y a bon, moi, je suis assez fan des formations online, j'en collectionne, mais en tout cas, ce qui m'avait vraiment, qui m'a permis aussi d'investir, entre guillemets, c'est que tout d'un coup, juste la bonne information sur la bonne vidéo. Moi, c'était la vidéo de la plus-value latente. Et du coup, d'un coup, juste qui débloque un truc où il y a quelqu'un qui t'explique, OK, comment tu fais pour aller voir ton banquier, pour discuter avec, pour dire maintenant, il y a ABC. J'avais vraiment, mais franchement, pris le script de la vidéo. Je me le suis écrit en chat GPT pour moi. Je suis parti là-bas, j'ai lu le truc et en fait, on a eu un financement comme ça. Et ça je trouve que c'est des retours qui sont importants parce que y a une masse de contenu qui m'a servi à rien parce que tu as parlé de tellement de trucs que voilà, moi je suis pas dans tous les secteurs que tu as abordés, mais ça m'a permis d'avoir un peu comment dire ça, un accompagnant en fait, quelqu'un qui vient dire oui, tu peux le faire de cette manière-là et c'est juste de le faire de cette manière-là parce qu'effectivement, je pense pour beaucoup de gens l'immobilier c'est un peu opaque,
c'est un peu réservé à certains types de personnes. Et voilà, et je trouve que ça avait vraiment démocratisé, ça avait ouvert en fait le champ de discussion sur l'immobilier. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. En fait, mais pour n'importe quelle formation, je pense que c'est le cas. C'est la valeur de la formation, c'est ce que tu peux en retirer, tu vois. Et puis évidemment, sur une formation complète, mais peu importe, dans n'importe quelle, tu vas à l'école traditionnelle, c'est pareil aussi. Tu vas pas tout récupérer ce qu'on te dit. Mais si je te donne mon exemple, vu que j'ai fait le brevet fédéral d'expert en estimation immobilière, le brevet fédéral de gérant d'immeuble et le diplôme fédéral maintenant. Le brevet fédéral d'expert en estimation immobilière, moi je l'ai utilisé, je pense, dans tous les sens. J'ai tout squeezé parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Et moi, il m'a ouvert les yeux sur tellement de sujets que après j'ai récupéré ça, puis je l'ai appliqué vraiment dans mon activité. À 100%. La partie gérance d'immeuble, j'ai retenu zéro truc. Enfin, c'est pas j'ai retenu zéro truc. J'ai appris beaucoup de trucs sur le droit du bail. D'ailleurs, c'est mon but de faire ce brevet. Mais par contre, pour moi, la formation, est beaucoup moins valorisable que la formation d'expert. Dans ma situation, c'est parce que je fais pas de gérance d'immeuble. Donc évidemment, ça me sert à moins de choses. Et puis, le diplôme fédéral, j'ai clairement pas le temps d'aller au cours du tout parce que j'ai pas le temps. Voilà. Ouais. Quand je me suis inscrit à ce diplôme, c'était il y a 1 an et demi, j'étais pas du tout dans la situation dans laquelle je suis. Mais bon, bref. Mais je le fais quand même. Du coup, par contre, ce qui est paradoxal et intéressant, c'est que le 100% de ce diplôme fédéral, c'est exactement ce que je fais tous les jours de ma vie au quotidien. Tu vois, ça mélange gestion d'entreprise et puis immobilier. C'est exactement ce que je fais tous les jours de ma vie. Donc voilà, on verra si ces examens ça passe. Mais bref, dans ce diplôme fédéral, dans un cours, j'ai un banquier qui a dit un truc qui m'a fait au début de l'année 2024, qui m'a fait un déclic vraiment sur un montage financier pour le financement immobilier que j'ignorais était possible. Et ça m'a permis d'acheter là, en 2024, de faire pour 38 millions d'investissements. Mais juste, c'était une phrase que le mec a dit, et je lui ai dit, vous êtes sûr de ça? Il m'a dit oui. Et puis je me suis dit, putain, c'est pas possible ce qu'il vient de dire. Et j'ai récupéré cette info, et je suis allé voir d'autres banques, j'ai dit, c'est vrai ça? Et ils m'ont dit, ah oui, c'est possible. Et depuis, j'ai mis en place le montage financier, et c'est un truc. Moi, ça m'a changé le business. C'est une info secrète. Ou... Et en fait, j'aurais payé. Franchement, je pense que pour avoir cette info, pour savoir ça, tu vois, parce que vu ce que ça peut débloquer ou ce que ça a débloqué, ce que ça pourra débloquer pour moi, mais dans ma situation à moi, parce qu'elle fit parfaitement ce montage-là, moi, j'aurais payé 50 000 balles juste pour cette info. Donc voilà. Voir de l'information. Ça, par rapport à ça, par rapport aussi aux deals qui te sont proposés aujourd'hui, par rapport aux clients, je présume que tu as un mélange entre ce qui vient maintenant ce qui vient un peu des réseaux, le côté un peu B2C, je pense qu'il vient des réseaux. Je pense que tu développes le B2B maintenant avec, tu as une notoriété quand même qui est, tu parles aussi de montants qui sont des montants quand même assez volumineux, d'immeubles directement. Comment tu mélanges ces catégories c'est quoi ton objectif à 5-6 ans? C'est de vraiment t'orienter B2B ou de rester avec cette, le client qui veut investir son premier bien ou qui veut acheter son premier bien, par exemple? On va garder ça, aider l'investisseur privé à investir, ça a toujours été, c'est un peu l'ADN de ce que j'ai fait depuis le début, donc on va garder ça, c'est sûr. Et pour ça, en fait, on s'est rendu compte là avec 150 personnes que j'ai pu suivre maintenant, on se rend compte vraiment des problématiques qu'on a ou que les gens ont surtout dans l'investissement, soit le sourcing de deal, comprendre quand c'est un bon deal, savoir quels travaux tu dois faire, où tu dois faire, combien ça coûte, etc. Comment tu montes le financement, combien de fonds propres tu dois mettre, combien de fonds étrangers, combien ça va te coûter, combien de temps ça dure le deal. Toutes ces questions-là, je les ai vues, revues. Donc c'est exactement ce que c'est les problématiques. Et je dirais à court terme maintenant, j'essaie d'investir beaucoup plus dans la technologie maintenant. Donc on a fait une plateforme nous à l'interne avec 2 développeurs qu'on a dans l'équipe pour répondre à cette problématique là, pour les investisseurs privés. Donc on va essayer de leur faciliter la vie drastiquement dans les investissements. Et elle est vraiment en bêta test maintenant. Donc voilà, on va même la propulser un peu plus chez les personnes qu'on suit déjà dans les 6 semaines à 2 mois maintenant. Là, on est à la fin du premier trimestre 2025 au moment où on tourne cette vidéo. Donc, je dirais que pour cette partie-là, on aura beaucoup d'investissements dans la technologie, je pense, quand même, dans le développement. Parce que, pas le développement immobilier, du coup, le développement informatique. parce que tu en as besoin, franchement. Bien sûr. On a vraiment, vraiment besoin. Et l'immobilier, c'est resté vraiment très archaïque, quoi. Parce que les infos que tu trouves, elles sont toujours un peu dispersées à gauche, à droite. Donc, nous, on récupère ces infos à gauche, à droite, puis on les met dans un truc qui calcule automatiquement pour les gens. Voilà. Pour les deals. Ça n'existe pas.
Enfin, je veux dire, Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Non. Alors, il y a beaucoup. Oui, il y a des outils de base de données. Hein. Donc, Ouais. Sifi, Vust Partner, qui sont vraiment pour les pros de l'immobilier. Donc, c'est Ouais. pour les fonds, c'est pour les mais banques, pas c'est pour le pour les client assurances. direct, quoi. Exactement. C'est pour les courtiers en financement. Donc, ça fonctionne pour l'estimation immobilière, effectivement, de base, pour les appartements, les maisons. Pour les experts immobiliers, il y a des programmes qui servent à faciliter les expertises immobilières pour les immeubles, effectivement, qui sont aussi ces gros groupes. Mais c'est des gros groupes qui sont vraiment très très éloignés de l'investisseur privé à l'échelle du petit investisseur. C'est des groupes qui travaillent, mais qui est complètement juste. D'ailleurs, ils ont raison. Hein, c'est très rémunérateur, certainement beaucoup plus rémunérateur que l'investisseur privé de la petite échelle. Mais c'est purement des bases de données. Puis, des bases de données réparties dans un logiciel qui est utilisé et exploité pour les pros. Ouais. Donc voilà. Et c'est pas vraiment orienté, c'est vraiment orienté très estimation immobilière. C'est pas vraiment orienté business. Nous, les investisseurs qu'on a, les gens qui viennent nous voir, en final, ils veulent faire du business. Ils veulent faire du business immobilier. Oui. Faire un investissement pour faire de l'argent. Quoi. Bien sûr. Ils doivent savoir combien il reste à la fin. Et c'est ce qu'on veut calculer. Et ça reste quand même très pro. C'est-à-dire que tu dois avoir des compétences immobilières pour comprendre ces outils, honnêtement. C'est pas pour le commun des mortels, disons. Tu recommandes, tu parlais au début d'une leçon que tu avais retenue qui était plus c'est volumineux, plus c'est rentable ou quelque chose comme ça. Plus c'est facile. Ouais. Facile. Tu recommanderais du coup à ces fameux particuliers au final de se mettre en groupe pour justement faire des deals entre eux ou non. Pas non, tu peux. Ça, c'est des trucs que je peux faire moi, mais avec les pros de l'immobilier. Okay. Les pros de l'immobilier font ça. Et moi, je fais ça d'ailleurs. Hein. Les 38 millions d'investissements que j'ai pu faire en 2024, j'ai pas fait seul. On a fait. C'est avec on est plusieurs toujours dans les investissements. Mais parce que l'immobilier, c'est un monde d'association. Tu t'associes à plusieurs pour avoir plus de ressources, qu'elles soient économiques ou même de compétences techniques. Et voilà. Mais pour des investisseurs privés, on a effectivement, je dirais, si tu te mets à 2 ou 3 pour faire des petits investissements, franchement, ça va encore. Mais je dirais jamais, mettez-vous 15 ensemble pour faire c'est impossible à gérer. Vraiment, c'est impossible. Il faut vraiment un leader qui fasse ça, sinon c'est très compliqué. Même le montage financier, même la banque ne te financera pas. C'est personne qui va suivre. Donc, je dirais 2, 3 à la limite, mais pas tellement plus. Quoi. Okay. Voilà. Et il faut commencer petit. Hein. Avec l'image que tu as sur la notoriété que tu as créée, tu ressens un décalage, les gens ils ont vraiment envie de travailler avec toi plutôt qu'avec Inved. Est-ce que tu sens ce décalage ou pas forcément? Des fois, on a été confronté 2-3 fois justement, l'image au final qui est mise en avant, c'est on veut travailler avec la personne, puis ça peut être un frein au développement d'une société justement parce que ton temps il est limité, tes plages horaires elles sont limitées, et puis du coup, c'est quelque chose que tu ressens ou pas forcément? Ouais, bien sûr, on le ressent, ouais, ça c'est sûr. On le ressent, sauf que les gens arrivent à comprendre. C'est sûr qu'ils préfèrent travailler avec une personne qu'une société. Les gens, de manière générale, tout le temps. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Je veux dire, tu vois, Nike, Adidas, au final, ils ont toujours des athlètes qui représentent la marque, des égéries, si on veut. Il faut une personne derrière. Donc oui, mais par contre, les gens arrivent à comprendre que je ne peux pas tout faire, quoi. C'est évident. Ouais. Donc, ils ont envie de bosser avec nous, certainement parce qu'ils ont vu mes vidéos. Ce qui est vrai, c'est que, d'ailleurs, on travaille là-dessus, sur la mise en avant de la société plus que moi. Ouais. Moi, je vais continuer les vidéos toujours, mais c'est sûr que les gens connaissent plus Édouard Clerc que Inved, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, à ce stade, puis après, avec le temps, ça va se corriger petit à petit avec le temps. Mais ça s'est beaucoup professionnalisé. Au début, c'est clair que c'était que moi, ça c'est sûr. Puis j'étais en contact avec tout le monde tout le temps. Enfin bref, mais à un moment donné, tu peux pas. À un moment donné, tu dois choisir, quoi. Tu peux pas tout faire. Parce que là, typiquement, vous avez les bureaux du coup en Valais, les nouveaux bureaux à Vevey. C'est quoi ton projet d'avenir un peu? Partout en Suisse ou bien non, axé vraiment Suisse romande, c'est déjà bien assez complexe comme marché? On a un pied à terre à Genève aussi. Ok. Mais bon, on peut utiliser un bureau, quoi. Mais le bureau central, c'est Vevey, c'est clair. Ouais. Mais Vevey, c'est très bien placé en Suisse romande. C'est pour ça que je suis venu là. C'est plus facile à recruter, à développer, et puis pour les clients, c'est plus facile de venir, quoi. Parce que franchement, si tu dois venir, tiens, je me suis posé cette question parce que je voulais aller à Lausanne au début, mais si tu dois, on est quand même dans un business où l'immobilier, les gens utilisent quand même encore beaucoup la voiture. Ouais.
Donc, c'est pas à 100%, mais ils utilisent quand même beaucoup la voiture. Puis accessoirement, la gare à Vevey, c'est la même gare que Lausanne en soi. Il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'il y a moins de trains, quoi. Mais je veux dire, les trains, ils traversent pareil, ils s'arrêtent tout le temps. Voilà, les trains principaux. Mais du coup, on a des personnes, tu vois, si tu viens de Genève, si tu t'arrêtes à Lausanne, tu dois faire Lausanne, ou si tu vas jusqu'à Vevey, littéralement, tu fais moins de temps pour aller jusqu'à Vevey. Ouais, Parce que bien sûr. Vevey, sortie de l'autoroute de Vevey à Vevey-Centre, ça prend littéralement 2 minutes 30. Quoi. C'est Ouais. microscopique. C'est 19 000 habitants, hein, c'est la moitié de Sion presque. Ouais, c'est la moitié de Sion, Vevey. C'est C'est vrai. microscopique. Hein. Et c'est connu pour le lac, c'est tout. Hein. Surtout pour les Bullois. Hein. On sait que vous allez tous à Vevey. Et puis en train, c'est pareil, c'est à côté. Quoi. Ouais, Donc, ok. voilà. Ok, donc Vevey, axe central, et puis vous allez développer là-bas. Bah, je sais pas, potentiellement à terme, parce que la proximité, c'est toujours très important, surtout dans l'immobilier, je pense. Donc potentiellement à terme, on va aller peut-être avec des petits bureaux dans des régions, mais on utilisera, ce sera jamais, pour nous, ce sera jamais parce que les assurances faisaient ça à l'époque pour le marketing, vraiment, pour être proche des gens, avoir une enseigne. Ouais. Ça nous sert vraiment littéralement à rien, ça c'est sûr. Donc c'est pas de la pub pour nous, mais ce sera peut-être plus pour être plus proche des gens, Ouais, ça, c'est ok. possible, ouais. Ok. Avoir un pied plus à Fribourg, quoi. Par exemple. Bah, ouais, C'est possible. bienvenue. Un petit bureau à Fribourg. Peut-être pour revenir à tes clients, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune et à un moins jeune investisseur? Un jeune, bon, moi, alors, je sais pas, je pourrais utiliser mon exemple. Hein, je dirais que ça dépend toujours de la stratégie qu'on a. Parce qu'une personne je dirais que c'est pas l'âge qui fait la stratégie d'investissement, mais c'est plutôt la situation globale, l'objectif, quoi, final. Ouais. Parce que si l'objectif, c'est générer un peu plus de revenus et parquer du cash pour faire travailler le capital, c'est pas pareil que d'en faire son métier. Moi, typiquement, je voulais vraiment faire de l'immobilier pur. Ouais. J'aurais jamais fait du rendement sur ma première acquisition, jamais de la vie. C'est beaucoup trop lent. Donc, d'ailleurs, je fais toujours pas aujourd'hui du rendement. J'ai pas de bien de rendement. Je fais que des opérations. Du coup, j'ai commencé par acheter, revendre, Ouais. acheter, revendre, puis après de plus en plus gros, c'est tout. Et voilà. Puis maintenant, après, c'est des projets de développement immobilier ou c'est des immeubles, c'est différent. Mais c'est juste plus gros en fait. C'est juste que le volume est plus important, mais le principe, c'est à peu près le même. Le plan financier, il reste très similaire. Mais avec des zéros en plus en final. C'est ça qui change avec le temps, hein, c'est tout. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'échanger avec Constantin dans mon podcast. Ouais. Et lui, c'est exactement pareil, mais avec des zéros en plus encore. C'est dans un marché immobilier que personne connaît. C'est un marché institutionnel. Il n'y a pas un terrain en dessous de 10 millions ou 15 millions. Ouais. Le Et terrain, c'est-à-dire après tu construis. Et quand Mais là, tu n'as quand même pas des portes d'entrée. Il faut... n'y a pas de concurrence là-dessus. Ils sont 10 en Suisse romande pour faire ça. Mais peut-être même pas, peut-être 5. Tu vois. Et donc ils n'ont pas de concurrence. Ils travaillent entre eux. Quoi. Voilà. Mais c'est un marché. Il n'y a que eux qui connaissent les offres sur le marché. Quoi. Enfin, bref, c'est un marché très très différent. Et pour moi, il y a 3 marchés. Il y a le marché des privés, maisons, appartements que tout le monde connaît, résidence principale ou petit bien de rendement. Oui. Le marché des pros dans lequel je suis. Je dirais que là, le volume d'investissement, c'est entre 5 et 15 millions à peu près. Okay. Et c'est des promotions immobilières. Tu commences peut-être à toucher à l'hôtellerie, à du commercial, des trucs un peu plus spécifiques, de l'industriel où tu construis toi. Voilà, ça c'est déjà le marché pro. Puis après, tu as le marché institutionnel. Là, c'est 15 millions et plus. Puis là, c'est du gros volume. Puis là, il y a que, ça se passe que entre eux. Et c'est jamais sur le marché. Il n'y a pas d'objet sur le marché. Tu vois. Mais pour un investisseur, du coup, pour répondre à la question, je dirais que une stratégie que je trouve très très bien et que j'ai même moi-même appliquée pour tester à l'époque, c'était si tu as 100 000 ou 150 000, 200 000 à investir, tu achètes un petit bien de rendement dans une région, typiquement Fribourg, canton de Fribourg, canton du Valais, ou Vaud, mais gros de Vaud plutôt, parce que voilà, avec 200 000. Tu achètes un appartement qui est loué déjà, et tu gardes le rendement que tu veux, tu payes un petit peu moins cher parce que c'est loué, et puis le jour où c'est plus loué, tu revends et tu prends la plus-value, et tu fais forcément une plus-value parce que tu vends plus cher un appartement qui n'est pas loué qu'un appartement loué. Et ça, pour faire travailler du cash, c'est excellent. En fonction de la durée de restante où le locataire reste dans le logement, je veux dire, tu fais travailler tes fonds propres de l'ordre de 10 à 20% par année, sans trop forcer vraiment, sans te prendre la tête. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi, et ça a très bien marché. Voilà. T'as pas un jeune qui avait acheté des parkings à Fribourg ou des caves ou des espaces de stockage, des espèces de caves. Ça, c'est aussi des trucs complètement atypiques. Je me souviens de cette histoire assez drôle. Acheter des espaces de stockage, puis les avait segmentés, quoi. Enfin, non, mais pas. Il avait juste acheté des espaces de stockage dans une promotion neuve, d'ailleurs. Ouais. Des trucs que personne voulait, mais ces espèces de caves qu'il a payé que dalle.
Et il en avait 4, un truc comme ça, ou 3, il a payé 80 000 balles. Et il loue ça, il fait un rendement sur fonds propres de 27%, un truc comme ça. Enfin, le problème de le problème de ces trucs, c'est que ça prend pas de valeur avec le temps. Non, bien sûr. Cet exemple venait parce que je pensais à un jeune investissement, puis j'avais vu passer ça, et je trouvais ça trop bien. Je dirais, c'est bien si tu as 50 000 francs de fonds propres. Tu peux trouver ce genre de dépôt, des trucs comme ça. D'ailleurs, dans un projet que j'ai, là, il en achète de nouveau 4 ou 5. C'est son mais lui, business. Non, mais pour le coup, lui, son cash, il travaille vraiment bien. Il travaille vraiment bien et tu prends pas de risque. De toute façon, tu peux revendre ces trucs, c'est des biens de rendement, tu touches tout le monde. C'est des montants qui sont pas très élevés, donc d'une fois que c'est loué et que c'est en place, tu touches tout le monde. Donc tu peux revendre facilement, mais je dirais tu vas pas faire dans 10 ans son local qu'il a payé 30 000 balles, il vaudra pas 90 quoi. Ouais. C'est pas possible. Non, bien sûr. Si tu veux, ça peut bien pas. sûr. Mais, alors qu'un logement, ça peut. Tu peux faire des travaux, faire un truc mieux. Voilà. On arrive bientôt gentiment à la fin du podcast déjà, ça passe vite. J'ai encore 2-3 questions. Aujourd'hui, cette passion de l'immobilier, c'est une passion que je nommerais assez dévorante. Tu arrives à encore avoir une vie privée à côté, tu arrives à faire un équilibre sain entre vie privée et le travail et aussi ta présence sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai pas tellement je fais pas de différence entre les deux vraiment. Okay. J'ai pas de balance vraiment. D'ailleurs, j'ai même pas de logement, tu vois. Je sous-loue un appartement, un gars. Vraiment, je m'en fous, je suis jamais dedans. Donc c'est toujours au bureau. Donc compliqué Je parle que d'immobilier, j'ai même pas de logement. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, je fais du violon par contre, beaucoup. Ouais. Tous les jours plus ou moins. Donc ça, j'ai gardé. Ouais, c'est important. Je fais du piano, moi ça m'aide selon les émotions, ça change. Okay. On pourrait jouer ensemble une fois. Avec plaisir. Ce serait cool ça. Volontiers. Donc ça, j'ai fait depuis tout petit. D'ailleurs, je remercie ma maman de m'avoir obligé de faire ça à l'époque. Et du coup, ça c'est vraiment bien. Ouais. Enfin, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Mais sinon, effectivement, d'un point de vue familial, en fait, je fais ce que je fais parce que j'ai pas envie de faire ça quand j'ai des enfants. C'est-à-dire le rythme que j'ai dans 5 ans, je peux pas l'avoir. Tu donnes tout maintenant. Ouais. Je fais que ça. Littéralement, je fais que ça. Ouais. Les week-ends, je fais que ça. La semaine, je fais que ça tout le temps. D'ailleurs, j'ai battu mon corps. Dis-toi, il y a 2 semaines, j'ai eu... Parce que ça me fait toujours marrer. Parce que quand tu demandes des disponibilités à des gens dans leur agenda, c'est vraiment toujours compliqué, etc. Et des fois, j'ai vraiment envie de leur dire, mais montrez-moi votre agenda. Vraiment, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans, vraiment, parce que c'est pas possible. Et parce que quand je vois le mien, j'ai battu mon record. Alors, je suis pas très fier parce que voilà, mais il y a 2 semaines où j'ai fait une semaine en rendez-vous, c'est-à-dire des rendez-vous planifiés dans Google Agenda. T'as le nombre d'heures que tu as en rendez-vous. Ouais. Et j'avais 63,4 heures de rendez-vous en une semaine. Et ça veut dire où tu es avec quelqu'un. Tu vois, c'est-à-dire c'est pas les appels que tu as, c'est pas les rendez-vous avec l'équipe que tu as. C'est pas debout. Tu vois. Et ça, c'était vraiment... c'était une grosse semaine. Ah ouais, 63 heures, tu m'étonnes. Tu dis, putain, ça fait 10 heures par jour toute la semaine où tu étais avec quelqu'un. Ouais. Mais... Voilà, mais ça c'est un agenda plein. Ça c'est un vrai agenda plein, je trouve. Voilà. Mais pour le coup, mais bon après voilà, c'est pas un truc que tu peux garder tout le temps. Donc je fais ça maintenant parce que je trouve, parce que je dédie un peu ma vie à ça m'intéresse. Mais je ferai pas ça toute ma vie certainement. Ouais, trop bien. Du coup, on arrive à la fin ce coup-ci. Dernière question que j'aime toujours poser, pour moi qui est importante. Le podcast s'appelle In Progress, pas pour rien aussi. Ce serait quoi quelque chose qui te tient à cœur pour finir, tu aimerais transmettre un message, alors que ce soit aux personnes qui nous écoutent, à tes clients ou de point de vue général, quelque chose vraiment un message que tu aimerais faire passer pour terminer ce podcast? Je dirais investissez dans l'immobilier. Non, sinon à part ça, je sais pas. J'ai pas pensé à ça. Ouais. Mais je dirais, si ça doit rester immobilier, je dirais investissez dans l'immobilier et attendez après plutôt que d'attendre pour investir. L'immobilier est un bon investissement. C'est toujours... Alors dans l'ordre, c'est toujours mieux d'investir vite et puis d'attendre. Il n'y a aucun propriétaire privé en Suisse qui regrette d'avoir acheté dans les 30 dernières années. C'est aucun, vrai. Ça n'existe pas. J'en ai pas trouvé, j'en ai aucun. Donc si vous en avez un, dites-le moi, mais j'en ai aucun, sauf vraiment une exception. Mais voilà. Magnifique, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à pour bientôt. l'invitation. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices.
Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!